Halte au feu, enlevez les chargeurs, 2 coups de sécurité. Pour tout le monde, colonne par 1. Retour au poste et nettoyage des armes avant de manger. Nous passons au milieu d'une haie de spectateurs sans les regarder comme de vieux soldats sur 2. Un moment plus tard, le repas réunit tireurs et piocheurs qui ont une faim de loup. Je passe près de la table. Petit Jean, vous avez fait du bon boulot. À cette cadence, la piste sera vite opérationnelle. Les civils ont-ils bien bossé? Oui. Faut dire que les Chibani étaient là pour m'épauler. Très bien. Repos pour tout le monde cet après-midi, mais auparavant mettez un peu d'ordre dans le poste. Et les champions de l'appel, lavez-vous, vous sentez mauvais. Le chœur des vierges répond « Oui, mon lieutenant. » Petit Jean, je conduirai ce soir l'embuscade de nuit avec ceux qui ont tiré ce matin. Moins les tireurs FM. Départ 23h, retour à 3h. Sur ce, je rentre dans mon gourbi. À 15h, Petit Jean fait irruption dans la pièce. Mon lieutenant, la sentinelle aperçoit une jeep en provenance de Timzerit, qui se dirige vers nous. Je saute du lit et je sors du poste pour voir de qui il s'agit. C'est peut-être Walter. Les hommes curieux se regroupent devant le Porsche. Certains sont assis sur un vieux mur en pierre sèche. Une visite est toujours un événement. Le véhicule grossit à vue d'œil et à mon grand étonnement, j'ai l'impression que le chauffeur est seul et qu'il porte un béret rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un para égaré? La Jeep emprunte le raidillon et stoppe au milieu de la Jama. Un grand gaillard en tenue camouflée, le béret rouge sur l'oreille, un Colt 1143 à la ceinture, saute souplement à terre. Il a un nez à l'une autre pareille, et des étoiles de général brillent sur sa tenue de combat. Je reste ahuré de stupéfaction. J'ai tout simplement devant moi le légendaire général Massu, en chair et en os, qui fait le tour des postes tout seul dans sa Jeep. Il est gonflé, le général. Je le salue et je gueule « Garde à vous, sous-lieutenant Fortu, 2e compagnie du 2e RI. À vos ordres, mon général. » Mes hommes tétanisés ont rectifié la position. Pour une surprise, elle est de taille. Repos, sous-lieutenant Fortu. Tu es en train de me saluer tête nue. Il en rit. Ce n'est pas grave, offre-moi plutôt une bibine. J'ai avalé une tonne de poussière. Et oui, je l'ai salué tête nue. Je recoiffe mon chapeau de brousse qui pendait dans mon dos et je lui emboîte le pas, tandis qu'il pénètre dans le poste en s'installant, tout en simplicité, à la table commune. Il tète goulûment au goulot de la 33 tiédasse que Camillo lui a tendue avec un garde-à-vous d'opérette. Il fait signe aux soldats restés dehors de s'approcher. Nous l'entourons muets, avec le respect dû à son grade et surtout à son prestige. Mais il rompt rapidement la glace. Il se lève. Alors, garçon, heureux d'être militaire? Il ne manque pas d'humour, mais il manie par plaisir la contre-vérité. Je réponds à leur place. Mon général, ils préféreraient peut-être être chez eux, mais mes appelés se comportent en vrais marsouins. Vous pouvez leur faire confiance. Ils ne vous décevront pas. Sourire chez mes hommes, contents de ma réponse. Dites donc, les enfants, j'aimerais connaître l'auteur des petites pancartes que j'ai remarquées. Felaya, la mort te guette, rallie-toi. C'est moi, mon général, et j'ai fait courir le bruit dans le village que les piquets étaient piégés, qu'il ne fallait pas y toucher sous peine de mort. Presque tous sont encore en place. Massu éclate
de son grand rire franc. « Fortu, tu es un cow-boy, tant mieux, si ça marche, mais il fallait y penser. Tenez bon les gars, on les aura jusqu'au dernier, les fêles. Et il n'en reste pas beaucoup. » Aussi sec, il repart à grands pas, salue la section au garde-à-vous devant sa Jeep et disparaît comme il est venu. Les remarques fusent. « Il est culotté, le Gégène, dit Camillo. Il fait du tourisme tout seul sur les pistes. » Et tous de renchérir. Je conclus en disant « Nous venons de voir un grand chef, un baroudeur que rien n'effraie. Avec des hommes comme lui, l'Algérie française vivra. Et maintenant, je vous autorise à taper un carton ou faire autre chose jusqu'au repas de ce soir. » La nuit approche et je prépare mon embuscade qui se déroulera sans problème au clair de lune. Sous les lauriers roses d'un fond d'oued où rien ne passera, pas même un chacal de service. Après un RAS à marron 2, nous nous laissons tous aller dans les bras de Morphée. Le délai d'une semaine avant l'ouverture de l'école mixte est expiré. Et ce lundi matin, l'heure de vérité a sonné. Verrai-je arriver petite fille et petit garçon ? Mon court passé d'instituteur rappelle en désordre quelques clichés. Élèves sagement en rang devant la porte, cartable au dos, salle de classe avec des bancs, un tableau noir, des cartes au mur. Bon, oublions le passé pour plonger dans un présent qui apparemment démarre mal. Personne en vue. C'est une petite révolution dans le village. Les mamans ne veulent pas se priver de l'aide des fillettes, taillables et corvéables à merci pour le ménage, la corvée d'eau, à l'oued. Je vois souvent des bouts de choux de 6 ans remonter la piste, pliant deux sous le poids de 2 seaux pleins à ras-bord. Et ils marchent pieds nus. Je pense alors à nos enfants maternés, chouchoutés, protégés. Je vis sur une autre planète, dans laquelle j'essaie par tous les moyens d'apporter un peu de progrès contre les idées reçues, les consignes du FLN. J'ai pas la prétention de scolariser tous les enfants du village, car Youssoufa n'y suffirait pas. Je me contenterai d'une vingtaine d'élèves. Plus tard, on pourra penser à une extension. Pendant 8 jours, Youssoufa, dispensé de garde, s'est investi à fond pour aménager au mieux sa salle de classe, ouverte aux 4 vents. Il a nettoyé soigneusement le sol en terre battue, s'est débrouillé pour fabriquer une espèce de plancher avec du bois de récupération pour que les enfants ne soient pas assis à même le sol. Je me suis occupé du matériel de classe auprès du capitaine de la SAS. Il m'a donné 25 ardoises et 2 boîtes de craie blanche. Pour les cahiers et les crayons, on verra plus tard. Il m'a ri au nez quand je lui ai demandé une carte murale de France et d'Algérie. Dites donc, Fortu, je ne suis pas une annexe de l'éducation nationale. Nous nous sommes salués froidement. Encore un qui ferait mieux de croire davantage en sa mission. Surtout qu'il aurait les moyens de me satisfaire. Hier soir, alors que je regardais l'ébauche du plan du futur village de regroupement avec Poulain et Petit-Jean, j'entends un bruit de tam-tam dans la mechta du 2e groupe. Nous allons tous les 3 aux nouvelles. Au milieu d'un cercle de copains, écroulés de rire, mais bon public, Youssoufa, torse nu, en slip, un bidon vide contre le ventre, est en train de battre du tambour de brousse à un rythme endiablé. Il tourne sur lui-même, bondit, s'accroupit, en chantant une mélopée syncopée dans la langue de ses ancêtres. C'est un bel athlète, comme la plupart des Noirs. La lueur fantomatique de la lampe à pétrole projette sur les murs des pans flous d'ombres mouvemantes. Pour un peu, on se croirait en brousse, dans la case d'un village sénégalais. Je me garde bien d'intervenir, il finira par se calmer.
En effet, petit à petit, Youssoupha ralentit le rythme et sa mélopée s'arrête. Il reste immobile, le regard fixe. Alors je m'approche. Dis donc, Youssoupha, tu danses pour te rappeler l'Afrique et ton village? Non, mon lieutenant, je dansais pour implorer les dieux. Pour implorer les dieux? Oui, pour leur demander de me porter chance demain pour l'ouverture de l'école. Je reste médusée, mais je ne me moque jamais des croyances des autres. Toutes les traditions sont respectables. Je comprends l'appréhension qu'il éprouve. Être instituteur volontaire, alors qu'on n'est pas du métier, doit être stressant, surtout dans le contexte d'un village kabyle en période de guerre. Alors il exorcise ses démons à sa manière. Tu verras, mon petit vieux, demain, il n'y aura pas de problème. Tu auras tes premiers élèves. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on aura. À présent au lit, il faut être en forme demain matin. Je pense en aparté que je lui ai fait le coup de l'optimisme. Son visage affiche un grand sourire, et en le regardant, je me demande si la couleur de sa peau n'effraiera pas les enfants, car les populations arabes ne font traditionnellement pas bon ménage avec les Noirs. Donc, en ce beau lundi matin de fin septembre, après la cérémonie des couleurs, je rappelle, par les soins de Mokrane à la population réunie, d'envoyer les enfants dans une demi-heure à l'école où le Mouallem, maître d'école, les attend. Le délai est écoulé et pas l'ombre d'un gamin à l'horizon. Obéissent-ils en plus aux consignes du FLN? Ce coup-ci, je me fâche. Ça va être l'épreuve de force. Si j'échoue, toute la conduite de mon plan de pacification sera hypothéquée. Et que serait-ce quand El-Azib El-Majen deviendra dans un avenir proche un centre de rayonnement? Aussi sec, j'appelle mes 3 harkis. Je leur dis de laisser leurs armes dans le poste et de se munir de tronçons de roseaux en guise de baguettes. Ce n'est pas les armes à la main que je peux scolariser quelques enfants. Et en avant toutes, nous ratissons le village, maison par maison. Les enfants sont invisibles dehors, mais je vais les trouver. Je pénètre dans une mechta, ouvrant autoritairement la porte close. Je sais qu'il y a 2 petits garçons de 7 et 8 ans. Mon interruption fait sursauter le père et la mère. Alors, et l'école? Envoyez immédiatement vos garçons chez le Mouallem. Sinon, plus de laisser-passer. Je sais que le procédé manque d'élégance, mais il me faut du rendement. J'en envoie quelques-uns menu militari. Cela risque de faire tache d'huile, car je sais bien que des dizaines de yeux invisibles m'épient à travers les interstices des portes et des clés de roseaux. J'ai besoin des garçons pour garder les chèvres, et après, il y a la cueillette des zitounes. Olive, retorque le père, c'est pas possible, mon lieutenant. Tu vas obéir, et les autres aussi. Je vais passer dans toutes les maisons du village. Le général de Gaulle a dit scolarisé pour tous. Tu veux désobéir aux ordres du général? Là, le coup a porté. Il reste silencieux. Partant du principe qui ne dit rien consent, je m'adresse à Ali. Ali, conduis les 2 gamins, en les prenant doucement par la main. J'ai bien dit doucement, jusqu'à chez Youssoupha, et reviens immédiatement me rejoindre. La vue de la baguette passée dans le ceinturon incite les 2 enfants à le suivre, et ils y vont en pleurnichant. Les parents n'ont pas l'air contents, mais je m'en fiche totalement. Dans la maison suivante, je découvre une mère éplorée, cachant sous une couverture sa fillette malade. Elle est très malade, mon lieutenant, beaucoup de fièvre, peut-être qu'elle va mourir. Sentant le coup fourré, je soulève la couverture et je découvre une petite créature d'une dizaine d'années, en pleine santé, qui ne sait pas résister à la grimace que je lui fais et qui part d'un éclat de rire
qu'elle n'arrive pas à réprimer sous le regard courroucé de sa mère. « Dis donc, Fatma, est-ce que par hasard tu me prendrais pour un imbécile ?»« Manichi ma boule, je ne suis pas fou. Tu te moques de moi, et je crois que pour les laisser passer, tu pourras toujours attendre. Mais mon lieutenant, qui c'est qui va faire la vaisselle? Qui c'est qui va aller chercher de l'eau à l'oued? Toi. Tu n'es pas vieille, ne discute pas. Mabrouk, emmène-la à l'école. Le Mouallem ne va pas la manger, ta fille. Elle va apprendre à lire et à écrire, c'est pour son bien. » Elle aussi se tait, et la petite fille dont j'ai demandé le nom, elle se prénomme Zoubida, suit facilement son guide. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.